à tous et à toutes. Je pense que cette fois-ci, on peut se passer de la présentation puisque dans la vidéo précédente, on avait fait une présentation générale de notre travail qui consiste en une révision, en une synthèse, si vous voulez, destinée aux élèves en classe d'examen. Donc aujourd'hui, cette vidéo est une suite logique de la vidéo précédente où on avait déjà établi le programme en classe de terminale qui est composé des 4 domaines. Le domaine 1 qui porte sur les grandes interrogations philosophiques, le domaine 2, la vie sociale, le domaine 3 qui coïncide avec l'épistémologie et enfin le dernier domaine, l'esthétique et l'art. Donc aujourd'hui, nous allons aborder l'une des plus grandes interrogations, en tout cas l'une des plus importantes parmi les grandes interrogations, si on peut s'exprimer ainsi, à savoir l'interrogation philosophique, c'est-à-dire la leçon inaugurale, la réflexion philosophique qui comporte cette grande question: qu'est-ce que la philosophie? Mais ce qu'il faut signaler dès le départ, c'est que cette question ne pose pas tout simplement une entreprise définitionnelle de la philosophie, mais c'est une question qui pose en même temps l'histoire de la philosophie. C'est une problématique qui comporte une autre problématique en elle, à savoir quelle est l'idée que les philosophes se sont faites de la philosophie aux diverses périodes de son histoire. Donc ça, c'est très important à retenir dès le départ. Mais nous avions, dans la première vidéo, c'est-à-dire la vidéo précédente, tracé un chemin qui avait comme point de départ la question « qu'est-ce que la philosophie ?» jusqu'à une définition étymologique, à savoir l'amour de la sagesse. Donc aujourd'hui, quand on parle de la réflexion philosophique, il faut tout simplement retenir que c'est la philosophie qui réfléchit sur elle-même. Et cette réflexion passe à partir d'une définition ou d'une tentative de définition de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Généralement, si vous regardez bien, même dans les dialogues platoniciens, la grande question « qu'est-ce que X ?» nous pousse toujours à la recherche de l'essence de X. C'est pourquoi, généralement, quand on pose la question « qu'est-ce que X ?» on s'attend à la réponse immédiate que X c'est. Mais dans le domaine de la philosophie, il est très difficile, voire impossible de répondre à l'immédiat à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» Pourquoi? Pourquoi? Parce que la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés est liée à l'objet de la philosophie. Et ça, je le précise d'emblée, Sonko, il faudrait, en faisant le montage de la vidéo, que tu puisses écrire le nom des philosophes pour permettre donc à nos jeunes gens de faire éventuellement des recherches. Donc, c'est Jouffroy qui dit tout simplement que la philosophie est une science dont l'objet n'est pas encore fixé. Ça, c'est important à retenir. Donc, ce qui nous empêche de définir la philosophie à l'immédiat, c'est que la philosophie n'a pas d'objet d'étude précis. C'est quoi l'objet? L'objet, c'est sur quoi se fonde une chose. Et ça, c'est important à retenir. Donnons un exemple simple. Si nous disons par exemple, qu'est-ce que l'histoire? Donc, on attend immédiatement la réponse, à savoir, l'histoire est une science qui étudie le passé des hommes. Parce que nous connaissons l'objet de l'histoire, parce que nous savons sur quoi se fonde l'histoire. L'histoire se fonde sur le passé des hommes. C'est comme si on posait la question à savoir, qu'est-ce que la biologie? Cette question peut être répondue de manière immédiate puisqu'on connaît l'objet de la biologie qui n'est rien d'autre que le vivant, la vie. Donc on dira tout simplement que la biologie est une science du vivant ou de la vie. Mais dès qu'on arrive dans le cercle philosophique, nous avons des difficultés puisque la philosophie n'a pas d'objet d'étude précis. Ça, c'est très important à retenir. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Cette difficulté qu'on pouvait nommer difficulté interne, puisque c'est une difficulté qui est liée à l'objet de la philosophie, entraîne une autre difficulté qui est peut-être d'ordre externe et qui est liée à la pluralité des systèmes philosophiques. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que chaque philosophe a sa définition de la philosophie, que chaque philosophe a sa vision de la philosophie, ce qui revient à dire tout simplement que nous ne pouvons pas avoir une image nette et définie de la philosophie.
Et c'est tout à fait normal. Quand nous n'arrivons pas à cerner une chose, la meilleure façon d'essayer de pénétrer cette chose-là, c'est de retourner aux sources avec S. Autrement dit, à l'origine ou aux origines de cette chose. C'est pourquoi, une fois cette question posée, nous allons donc vers l'origine de la philosophie. Et l'origine de la philosophie n'est rien d'autre que l'histoire de la philosophie et l'idée que les philosophes se sont faites de la philosophie aux diverses périodes de son histoire. Alors, parlant de l'origine de la philosophie, il faut comprendre que le mot a deux sens, deux significations. Le mot origine peut signifier commencement, comme il peut aussi signifier cause. Quand on parle du commencement de la philosophie, l'histoire nous dit tout simplement que la philosophie serait née au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique. Même si, bien sûr, c'est tout à fait normal, les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord, il y aurait d'autres thèses qui soutiennent l'idée selon laquelle la philosophie serait née en Afrique, plus particulièrement en Égypte. Mais on peut retenir avec ce que disait le philosophe, que la philosophie parle grec, il faut avoir des oreilles grecques pour l'entendre. Autrement dit, retenir la première thèse de la naissance de la philosophie dans la Grèce antique ne nous empêche en tout cas en rien de soutenir cette thèse. La grande question, c'est pourquoi la Grèce et pas ailleurs? Et il y a des arguments qui seront développés pour montrer que oui, la philosophie elle est née en Grèce et pas ailleurs, parce que la Grèce était d'abord un carrefour, c'est-à-dire un lieu de rencontre où beaucoup de penseurs donc, se rencontraient, échangeaient. Et on sait que là où il y a rencontre, il y a échange, il y a partage d'idées. Mais au-delà de cette position géographique d'Athènes, Athènes était aussi considérée comme la capitale de la démocratie. Qui dit démocratie parle de liberté d'expression. Donc ces deux arguments, ces deux idées peuvent nous permettre de soutenir l'idée selon laquelle que l'origine de la philosophie comme commencement, comme naissance, c'est la Grèce antique. Mais il y a une autre signification, un autre sens du mot origine qui renvoie à la cause, c'est-à-dire ce qui a poussé les hommes à philosopher. Autrement dit, sous forme d'interrogation, qu'est-ce qui a poussé les hommes à philosopher? Quelles sont les raisons qui ont poussé les hommes à philosopher? Et là, on est dans ce qu'on appelle l'origine causale de la philosophie. Et ça, je vous renvoie au texte de Jean-Pierre Vernant que je trouve très précis, très concis là-dessus, qui nous explique en réalité cette origine, excusez-moi, causale de la philosophie, où en même temps, il montre dans ce texte-là, Jean-Pierre Vernant, la distance, la démarcation de la philosophie par rapport à la mythologie traditionnelle. Dès le départ, il pose deux citations de deux grands auteurs, en l'occurrence Platon et Aristote. Platon, dans le Tête-à-Tête, dit ceci: c'est honnête, déclare le Socrate du Tête-à-Tête, la philosophie n'a pas d'autre origine. Aristote, dans la métaphysique, reprend en disant: ce fut l'étonnement qui poussa les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Alors, à partir de là, nous voyons que c'est le mot étonnement qui revient plusieurs fois. Et nous pouvons conclure manifestement que l'étonnement est au commencement de la philosophie et la cause, si vous voulez, principale de la philosophie. Donc, les hommes s'étonnaient devant des phénomènes et ils s'interrogeaient par rapport à cela. Et c'est comme ça qu'est née la philosophie, à partir de l'étonnement. On peut même ajouter la célèbre citation d'Aristote qui dit que la philosophie est fille de l'étonnement. Alors à partir de là, il faudrait savoir que la philosophie, avant la philosophie, excusez-moi, il y avait d'autres formes de connaissances qui étaient là, à savoir le mythe et peut-être la religion. Et on retient d'ailleurs que la religion est l'une des pratiques les plus anciennes de l'homme. Ça, c'est important à retenir.
Donc, lorsque l'homme avait des difficultés, lorsque l'homme s'étonnait face à des phénomènes, avant l'apparition de la philosophie, là on est donc bien avant le 6e siècle, on parle de la mythologie traditionnelle, donc l'homme faisait référence à l'explication mythique ou l'explication religieuse pour régler ses problèmes. Mais lorsque la philosophie est arrivée, la philosophie donc a pris ses distances par rapport à cette mythologie traditionnelle qui était considérée comme une vénération muette. C'est pourquoi la philosophie vient du mythe, mais contre le mythe. Alors à partir de là, il est important de retenir que la philosophie n'est pas un récit mythique. Que l'étonnement philosophique est différent de l'étonnement mythique. L'étonnement mythique se traduit comme une vénération muette, c'est-à-dire un acquiescement où on ne fait qu'accepter sans pour autant s'interroger, poser des questions, alors que l'étonnement philosophique se traduit par une interrogation perpétuelle. C'est pourquoi Vernant lui-même dira dans l'origine de la philosophie que de vénération muette, l'étonnement s'est fait d'interrogation. Alors les hommes commencent à s'interroger, à poser des questions. C'est pourquoi à partir de là, une définition de la philosophie peut être retenue. Et quelle est cette définition-là? C'est que la philosophie est une interrogation perpétuelle. Donc ça devient déjà, dès à présent, excusez-moi, une connaissance du monde. On ne le dit pas, mais en s'interrogeant sur les phénomènes, donc on est en train donc de chercher à connaître donc le monde. La philosophie devient alors une connaissance du monde. Mais ceci ne répond pas à notre question de départ. On avait dit que lorsqu'on pose la question « qu'est-ce que X ?», on cherche à connaître l'essence de X, la nature véritable d'X. Alors, nous avons tracé. On commence donc à voir ce qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire la grande question, l'idée que les philosophes se sont faites de la philosophie à travers les diverses périodes. Ainsi, l'histoire de la philosophie se révèle comme une succession de courants philosophiques. Bien sûr, quand je dis courant philosophique, c'est une succession aussi de philosophes. Et chaque philosophe, sa façon de voir les choses, chaque philosophe, sa vision du monde. C'est pourquoi Nietzsche avait raison de dire que tout système philosophique n'est valable que par celui qui l'a fondé, celui qui l'a proposé. Alors, à partir de là, nous comprendrons que les premiers philosophes, c'est-à-dire ceux qui ont posé en quelque sorte les jalons, les fondements de la philosophie, ce sont les présocratiques. Et là, je m'arrête parce qu'il y a eu un débat. Certains me disent que les présocratiques, beaucoup de professeurs disent tout simplement que les présocratiques, ce sont les philosophes qui sont venus avant Socrate. C'est vrai, mais c'est une définition qui est assez limitée, puisque cela ne nous dit pas qui sont réellement ces présocratiques-là et quelle était la philosophie qu'ils développaient. Donc on retient que, c'est vrai, sur le plan grammatical, si on essaie de voir le concept de présocratique, il y a donc un préfixe, pré, qui signifie avant, et l'adjectif socratique qui renvoie à Socrate. Donc ce sont les philosophes qui sont venus avant Socrate. Et ces philosophes-là ont fait souvent référence aux premiers philosophes, à savoir Thalès de Milet, Pythagore de Samos, etc. D'ailleurs, Pythagore de Samos donc, est celui à qui on attribue la paternité de ce vocable philosophie. Autrement dit, on nous dit, l'histoire nous dit que c'est le philosophe qui a donné une définition assez précise de la philosophie. Donc ces philosophes-là, qu'on appelait aussi les philosophes de la nature, développaient une philosophie qui réfléchissait donc sur la nature, sur les phénomènes de la nature. C'est pourquoi l'ensemble de leurs œuvres, qu'on appelle Periphouseos, étaient des œuvres qui traitaient de la nature. Alors à partir de là, nous voyons donc un sens général de la philosophie. Le mot philosophie a d'abord un sens très général. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de le rappeler que les mots philosophie
c'est-à-dire quand on divise le mot étymologiquement, philo et sophia, je ne vais pas encore donner donc, et vous savez que ça signifie amour de la sagesse, que ce mot ou les mots philo et sophia, qui veut dire du grec philéin, amour, et sophia, sagesse, ne se trouvent ni dans Homère, ni dans Hésiode. Ça, c'est important à retenir. À l'origine et pendant longtemps, ce terme a un sens très général. Le mot philosophie désignait à l'époque toute curiosité, toute culture intellectuelle, tout effort de l'esprit pour s'enrichir de connaissances nouvelles. D'ailleurs, si nous remontons au 5e siècle avec Hérodote, on avait déjà donc les traces de la philosophie, puisque Crésus dit à Solon, Crésus c'est l'homme le plus riche de la Grèce antique et Solon l'homme le plus intelligent. Crésus dit à Solon, j'ai entendu dire que tu avais parcouru beaucoup de pays en philosophe pour les observer. Donc on voit déjà ce sens général de la philosophie qui apparaît à travers cette citation de Crésus, ce qui revient à dire tout simplement que la philosophie en tant que réflexion sur la nature au 6e siècle avec les présocratiques était une connaissance, si vous voulez, du monde. Et cette connaissance du monde renvoie donc à un aspect ou à un sens universel de la philosophie. Puisque chercher donc à avoir ce qu'on appelle la curiosité intellectuelle, la culture intellectuelle, chercher à connaître les choses du monde, cela renvoie tout simplement à l'universalité, parce qu'on cherche à connaître donc les choses. En quittant donc cette période présocratique, retenez déjà une définition qui est importante, c'est que qu'est-ce que la philosophie? La philosophie est une réflexion sur la nature au 6e siècle lorsqu'on parle des présocratiques. Bon, ça, je ne vais pas entrer en donnant donc qui sont les présocratiques, mais je peux citer Thalès de Milet, Pythagore de Samos, Anaxagore, Anaximandre, etc., etc. Mais je pense que ces philosophes, vous les avez déjà vus en classe avec vos professeurs. Alors au 4e siècle, la philosophie donc va changer de sens, si vous voulez. Et ce 4e siècle-là correspond à la période socratique, avec Socrate, Platon, Aristote et ceux qui ont suivi leur sillage. Donc Socrate va ramener l'homme de la connaissance du monde à la connaissance de lui-même. La philosophie n'est plus une réflexion sur la nature, elle devient une réflexion essentiellement centrée sur l'homme. On nous parle de philosophie humaniste. Ça, c'est important. Et ça, c'est à travers la figure de Socrate que nous comprenons cette connaissance de l'homme par lui-même. Et d'ailleurs, la célèbre citation de Socrate qui était inscrite au fronton du temple de Delphes, c'était « Connais-toi toi-même et laisse le monde aux dieux ». Socrate, alors, s'est approprié du « Connais-toi toi-même » qui montre donc cette connaissance de l'homme. Pour Socrate, l'homme doit se connaître d'abord lui-même avant de chercher donc à connaître les choses. C'est pourquoi, à partir de cette période, la philosophie devient une philosophie humaniste, c'est-à-dire essentiellement centrée sur l'homme. Mais, comme on dit chez les philosophes, il y a toujours cette divergence, cette contradiction permanente au sein des philosophes. Lorsque Socrate ramène l'homme de la connaissance du monde à la connaissance de lui-même, Platon ne fait pas pareil, puisque Platon, lorsqu'il va poser sa philosophie en quelque sorte, la philosophie reprend un caractère d'universalité. Elle a pour objet l'être, le bien, l'harmonie des choses. Et ça, c'est important. Même si, après, vous verrez que Aristote, étant l'élève de Platon, s'accorde en quelque sorte avec ce dernier sur l'objet de la philosophie, c'est-à-dire donc caractère de la science philosophique. Mais c'est Aristote lui-même qui le dit. Il y a certains thèmes où Aristote ne s'entend pas avec son maître Platon. Il lui dira que amitié et vérité me sont toutes les deux chères, mais il met une exigence de préférer la vérité. Alors à partir de là, on commence à voir
l'idée que les philosophes se sont faits de la philosophie à travers l'histoire. C'est pourquoi quand on pose la question « Qu'est-ce que la philosophie ?», cela revient à dire tout simplement quelle est l'idée que les philosophes se sont faits de la philosophie à travers l'histoire. La première idée que nous retenons, c'est qu'à la période présocratique, c'est-à-dire au 6e siècle, avec Thalès de Milet et Pythagore, la philosophie était essentiellement centrée sur une réflexion qui tourne autour de la nature. On arrive donc avec Socrate. La question maintenant est une question qui est centrée sur l'homme. Même s'il y a des divergences entre ces trois philosophes-là, tantôt la philosophie reprend son caractère d'universalité en essayant de réfléchir sur le bien, sur l'harmonie, sur les êtres, etc. Mais on retient que à partir de cette période-là, c'est-à-dire la période socratique qui correspond au IVe siècle, la philosophie était une réflexion sur l'homme. En tout cas, essentiellement centrée sur l'homme. Donc on quitte cette période maintenant pour aller donc vers le 3e siècle, 2e siècle, où on nous parlait donc de la famine, de la misère, le déclin donc de la cité grecque avec la mort d'Alexandre le Grand, où il y avait donc une émergence d'une nouvelle philosophie qui reposait sur ce qu'on appelle donc la morale pratique. Et toutes ces philosophies qui ont émergé à cette période avaient en commun ce qu'on appelle l'ataraxie, c'est-à-dire la paix de l'âme, la tranquillité de l'esprit. On veut dire par là que ces philosophies post-socratiques, à savoir la philosophie hellénistique, on citera les épicuriens, les stoïciens, les sceptiques et les cyniques. L'homme avait besoin de repères. L'homme était désaxé, désorienté, il était perdu. Il fallait quelque chose pour ramener l'homme donc vers le droit chemin, si vous voulez, on peut s'exprimer ainsi, vers le bon chemin. Alors ces philosophies-là ont essayé en quelque sorte de poser une morale pratique. Si nous prenons seulement le cas des épicuriens, avec Épicure dans sa lettre à Ménécée, va montrer que la philosophie en réalité est une recherche du bonheur. C'est une recherche du bonheur où il y a ce qu'on appelle l'absence de trouble. Parce que si nous regardons dans sa lettre à Ménécée, Épicure dit ceci. Quand on est jeune, il faut s'adonner à la philosophie. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser d'en poursuivre l'étude. Puisque personne n'est trop jeune ou trop vieux pour acquérir la santé de l'âme. Alors à partir de là, on se rend compte que la philosophie, c'est ce qui permet d'acquérir la santé de l'âme, la paix de l'esprit, la tranquillité de l'esprit. Et cela n'est possible que lorsque la raison est vigilante. Mais une raison vigilante, ce n'est pas une raison pour les épicuriens qui va vers, en tout cas vers la perte, disons les choses ainsi. Mais pour eux, la raison vigilante, c'est une raison qui est capable de distinguer le bien et le mal. C'est pourquoi le bonheur des épicuriens n'est rien d'autre que l'absence de trouble. Être heureux pour les épicuriens, ce n'est pas la jouissance des plaisirs, mais c'est plutôt une raison vigilante qui est capable de distinguer le bien du mal. Et voilà une autre idée de la philosophie. Donc vous voyez, on se rend compte que dès le départ, on voulait connaître l'essence de la philosophie et on tombe dans un cercle vicieux où on a une multitude de définitions de la philosophie, les unes aussi valides que les autres. Mais cela ne nous empêche pas. Cela montre juste la difficulté. Dès le départ, ce que disait Socrate, la souffrance, que la philosophie est une souffrance et qu'il faut vraiment souffrir pour aboutir à une réponse peut-être satisfaisante, définitive, ou encore une réponse qui fait l'unanimité. Donc on se rend compte ici, ce qui reste à faire, c'est d'essayer donc de trouver une tentative de définition en partant de l'étymologie. Autrement dit, une définition étymologique, c'est le fait de décortiquer le mot en nombre de parties et à chaque partie donner une définition, et l'ensemble de ces définitions-là forment ce qu'on appelle une définition étymologique. Concernant la philosophie, on l'avait tout à fait
je l'avais brossé dès le départ, que le mot philosophie est composé donc, ou bien plutôt, ce mot est né d'une jonction, si vous voulez, d'une jonction de deux mots, philo et sophie. Philo qui vient du grec philéin, qui signifie amour, et sophie qui vient du grec sophia, qui signifie sagesse. Donc en un mot, la philosophie est l'amour de la sagesse. Mais il ne s'agit pas de se limiter là, dire que la philosophie est l'amour de la sagesse. Et ce qu'avait dit Socrate, c'est à travers même cette définition étymologique que nous allons voir cette souffrance, cette difficulté dans la réflexion philosophique. Parce que dès que nous posons la philosophie comme étant amour de la sagesse, il faudrait dès le départ comprendre ce que signifie amour et ce que signifie sagesse donc en philosophie. Et ça c'est très important à retenir. Donc l'amour en philosophie n'est pas une possession. Ça c'est Karl Jasper qui nous met déjà en garde pour dire que la philosophie n'est pas possession. Autrement dit, nul n'a le monopole de la philosophie. Si la philosophie n'est pas possession, elle est alors, en tout cas l'amour en philosophie, est alors tension, désir. Désir vers quoi? Vers la sagesse. Et la sagesse philosophique se définit comme l'art de vivre raisonnablement dans la société, d'affronter les épreuves de la vie avec sérénité. C'est pourquoi on peut résumer et reconnaître que chez les Grecs, le terme philosophie n'a jamais été rigoureusement défini. Ça, on le dit dès le départ. Parce qu'on n'a aucune définition qui peut faire l'unanimité. Même cette définition d'amour de la sagesse, c'est-à-dire en termes amour de la sagesse, on l'accepte, tout le monde dit amour de la sagesse. Mais au fond, c'est-à-dire quand on cherche à voir la définition du mot amour en philosophie et la définition du mot sagesse, on se rend compte que les Grecs n'ont jamais défini rigoureusement la philosophie. Et les définitions variées de la philosophie en sont témoins. Alors, ce qu'il faut retenir par là, c'est que quand on pose la question de départ, qu'est-ce que la philosophie? C'est tout simplement revisiter l'histoire de la philosophie, c'est tout simplement voir l'idée que les philosophes se sont faites de la philosophie à travers les diverses périodes et enfin aboutir à une définition qui va poser des difficultés énormes au sein de la philosophie. C'est pourquoi la contradiction permanente au sein de la philosophie ne doit pas constituer un handicap pour la philosophie. C'est au contraire la force même de la philosophie. C'est pourquoi l'histoire de la philosophie se révèle comme une succession de courants philosophiques à l'infini. Chaque philosophe essaie d'imposer sa philosophie comme étant la philosophie. Mais aucune philosophie n'a réussi à faire cela. Et c'est pourquoi la philosophie, continue donc à subsister. Georges Gusdorff le savait si bien lorsqu'il affirmait qu'aucune philosophie n'a pu mettre fin à la philosophie, bien que ce soit le vœu secret de toute philosophie. Donc le désir de tout philosophe, c'est d'essayer d'imposer sa philosophie comme étant la philosophie. Mais aucun philosophe n'a réussi à imposer sa philosophie comme étant la philosophie. On se souvient très bien de ce qui s'est passé. On considérait Descartes comme étant le père de la philosophie. Kant viendra poser sa philosophie qui s'oppose en quelque sorte au rationalisme dogmatique, ce qu'on appelle le criticisme de Kant à travers ces trois critiques, la critique de la faculté de juger, la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique, même si j'ai inversé. C'est d'abord la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté de juger, puisque les deux critiques, c'est-à-dire la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique, se retrouvent donc mêlées dans la critique de la faculté de juger. Donc Kant va poser son criticisme, pour s'opposer en quelque sorte à Descartes. Et Hegel, lorsqu'il va venir, va imposer aussi en quelque sorte sa philosophie pour montrer que sa philosophie est la philosophie au vrai sens du terme, en tout cas à cette période-là. Donc, on voit bien que Gusdorff avait raison. Chaque philosophe essaye d'imposer sa philosophie. Mais
aucune philosophie n'a réussi donc à être donc la philosophie de référence, si vous voulez. Et c'est ça qui fait le charme de la philosophie, le fait que il n'y a aucune philosophie en tout cas qui puisse faire l'unanimité, si vous voulez. Et d'ailleurs, là on ne parle plus de philosophie donc sous forme pyramidale, on parle de l'horizontalité du geste philosophique, et ça c'est important. C'est dire quoi? C'est dire que chaque philosophie, chaque philosophe a sa façon de voir les choses, et ça c'est très important aussi à retenir. Alors partant de là, on se rend compte que pour aussi comprendre la philosophie, il faudrait savoir donc ce qu'est le philosophe. Si nous savons que la philosophie n'est pas une connaissance que l'on enferme dans un carcan, autrement dit dans des limites, puisqu'elle se déploie, cette connaissance-là, la philosophie, elle se déploie comme une pensée libre qui n'a pas de frontières. Alors il faut dès à présent comprendre que le philosophe n'est pas un enseignant. Il ne peut pas enseigner puisque la philosophie elle-même n'est pas une connaissance que l'on puisse maîtriser. Et Vladimir Grigoriev avait raison de dire que le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Son rôle c'est quoi? C'est de démolir les fausses certitudes de qui croit savoir pour le mettre ainsi sur le chemin de la recherche. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le philosophe. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas de philosophie qu'on puisse apprendre. On ne peut apprendre qu'à philosopher. Et ça c'est important. Donc ce n'est plus la philosophie en tant que telle qu'on cherche à apprendre, mais l'acte de philosopher. Autrement dit, il y a une façon de philosopher. Et ça, j'ai aimé donc la façon dont Paulin Otunji voit la philosophie, d'abord dans un sens vulgaire, où chacun peut se prétendre être philosophe, puisque la philosophie se résumerait à une vision du monde. Et le sens strict de la philosophie, qui est donc une science théorique, qui respecte des règles. Autrement dit, il y a, de la même manière qu'il y a des règles de scientificité, il y a aussi des règles de philosophicité. Et pour être philosophe, il faudrait vraiment respecter ces règles de philosophicité-là. Donc, dès le départ, on se rend compte que ce n'est pas la philosophie qui nous intéresse, mais c'est comment philosopher. Et Hegel avait raison de dire qu'il faut à nouveau faire du philosopher une affaire sérieuse. C'est très important. Donc, de faire du philosopher une affaire sérieuse. On n'est plus dans ces idées-là que les philosophes développent. On n'est plus sur le plan idéal, mais on est donc sur le plan de méthode, si vous voulez, de façon de faire. Et c'est ça qui est important en philosophie. Quelle que soit l'idée que vous allez développer, il faut suivre donc un chemin tracé qui respecte certaines règles de philosophicité. Alors à partir de là, il faudrait se demander qu'est-ce qui fait la spécificité de la réflexion philosophique. Autrement dit, qu'est-ce qui distingue la philosophie des autres types de connaissances. Et Platon l'avait résumé, il dit, ce qui fait la spécificité de la réflexion philosophique, c'est que la philosophie est la seule connaissance qui réfléchit sur tout, y compris elle-même. Et ça, c'est très important à retenir. La philosophie est la seule discipline qui réfléchit sur tout, y compris elle-même. C'est pourquoi la philosophie, à travers les... J'ai ma batterie qui est faible, donc il faut que je mette le chargeur, sinon je risque de perdre la vidéo. Ok, voilà, je vais te dire comme ça pour continuer. Alors je disais que pour cela, il faudrait vraiment faire une comparaison entre la philosophie et les autres types de connaissances pour savoir vraiment ce qui distingue la philosophie des autres types de connaissances. Et ça, il faut vraiment comprendre que la philosophie même, c'est pourquoi quand on fait une comparaison entre la philosophie et la religion, il faudrait vraiment remonter donc à la philosophie au Moyen-Âge
qui n'est rien d'autre qu'un effort pour accorder la raison et la foi. Et il faudrait vraiment savoir ce qu'est la religion. Généralement, la définition que nous avons de la religion, c'est que la religion vient du latin religare, qui veut dire relier. Donc la religion serait tout simplement une communication, si vous voulez, entre un être suprême qu'on appelle Dieu et les hommes. Mais, je l'avais dit au départ, que la religion reste l'une des attitudes de l'homme les plus anciennes. Alors, à partir de là, quand on parle de philosophie et religion, il faut tout simplement savoir qu'on est en train de faire un effort pour accorder la raison et la foi. Et ça, on peut parler des philosophes islamiques tels que Al-Ghazali dans son texte Taghafut al-Falasifa, qui veut dire l'incohérence des philosophes, où il montre que il est difficile donc d'allier foi et raison. Autrement dit, la foi et la raison sont incompatibles. Et c'est Averroès qui va répondre en quelque sorte à Al-Ghazali en écrivant un texte qui s'oppose à ce que Ghazali a dit, Taghafut al-Taghafut, qui signifie l'incohérence de l'incohérence, pour montrer que la raison et la foi s'accordent. C'est tout à fait normal. Et il va citer même des versets du Coran, des hadiths, où c'est le prophète même qui demande de chercher la connaissance jusqu'en Chine, pour montrer aujourd'hui qu'on ne peut pas séparer. Autrement dit, il n'y a pas de dichotomie, de séparation entre la raison et la foi. Donc là, je suis en train de résumer cette comparaison entre philosophie et religion. Il y a bien sûr des points de convergence. Toutes ces deux disciplines réfléchissent sur l'homme. La religion nous aide à connaître l'homme. La philosophie aussi nous aide à connaître l'homme. Mais il y a quand même une distance entre la philosophie et la religion, autrement dit entre la raison et la foi. Et il y a un texte de Ramatoulaye Diagne que j'ai aimé, et que c'est vrai que j'oublie quelques mots de ce texte-là, mais je vous conseille de revoir ce texte où Ramatoulaye Diagne parle de cette différence entre la philosophie et la religion, où il montre que il y a des thèmes ou des domaines où la raison doit vraiment se taire et que voilà, laisser la place à la foi en quelque sorte. Et c'est un texte que j'ai pas avec moi, et par prudence, je voudrais pas, j'ai pas les mots en tête, mais ce qui est important à retenir dans ce texte-là, c'est qu'il y a cette différence entre philosophie et religion. D'accord? Entre la raison et la foi. Et ce débat-là s'est prolongé aussi jusqu'à Leibniz, Bale, Pierre Bale. Et il y a aussi, on peut citer Saint Anselme. On peut citer beaucoup de philosophes qui ont, en tout cas au Moyen-Âge, dès que vous arrivez au Moyen-Âge, vous voyez donc bien cet effort de concilier raison et la foi, où il y a parfois certains philosophes qui parlent de dichotomie entre raison et foi, d'autres qui pensent que voilà, il y a accord entre raison et foi. Au-delà de ça, il y a aussi la philosophie, bon, en classe de terminale, généralement la plus grande comparaison où les professeurs passent plus de temps, c'est cette comparaison entre la philosophie et la science. Retenez que moi j'ai l'habitude de dire aux jeunes apprenants, à mes élèves, qu'il y a un schéma qu'il faut tracer lorsqu'on parle de philosophie et science. C'est mariage, divorce, réconciliation. C'est-à-dire tout au début, la philosophie était considérée comme la mère de toutes les sciences. Vers le XVIIe, XVIIIe siècle, les sciences se sont émancipées et elles ont pris leur indépendance vis-à-vis de la philosophie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a réconciliation, puisque, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors je pense avoir vraiment résumé la réflexion philosophique. Pour moi, l'essentiel, c'est de comprendre le chemin que nous avons emprunté, qui, d'une extrémité à une autre, c'est-à-dire
le point de départ. Qu'est-ce que la philosophie? Autrement dit, quelle est l'idée que les philosophes se sont faites de la philosophie à travers les diverses périodes, qui va nous conduire donc vers les multitudes de définitions de la philosophie, qui posera donc une définition étymologique, amour de la sagesse, et qui va nous conduire donc vers la spécificité de la réflexion philosophique en comparaison avec les autres types de connaissances telles que la religion et la science. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo. J'attends vos commentaires aussi. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez donc dans vos commentaires poser des questions et la prochaine vidéo, nous prendrons le temps de répondre à ces questions. Merci et à bientôt. C'était l'apprenti philosophe.